Allez, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Cette petite présentation autour de l'hypnose et la douleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je m'appelle Gershon Pinon. Je suis psychologue de formation. Je me suis ensuite spécialisé dans les thérapies brèves, notamment l'hypnose, la PNL, la thérapie brève intégrative. J'enseigne pour Synapse dans ces domaines-là, également en speed hypnose, en hypnose sur la douleur, et très certainement en préparation. J'ai exercé pendant 2 années auprès d'une clinique privée, dans laquelle j'ai réalisé une bonne trentaine d'anesthésies sous hypnose pour des actes de liposuction. Vous connaissez tous la liposuction? Non? Au moins 2 noms. On prend un scalpel, on pique, on enfonce une canule, on vient retirer la graisse, c'est magnifique, les gens ils perdent du poids, c'est extraordinaire. En l'occurrence, avant dans cette clinique, on se servait de la xylocaïne et de la glace et on a testé uniquement sous hypnose, on a eu des résultats fabuleux. Je vais vous en parler un petit peu, c'est le but de cette petite conférence. Ce qu'il faut savoir, on parle beaucoup de l'hypnose en ce moment, mais surtout d'un point de vue thérapeutique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la base de l'hypnose moderne, ça reste l'hypnose chirurgicale. Fin 18e siècle, quand on voulait opérer, c'était soit on y allait à vif, ou soit on y allait avec l'hypnose. Donc la base de l'hypnose moderne, elle est anesthésiante, elle est chirurgicale. Ce qui s'est passé ensuite, pourquoi quelque part ce qui s'est passé dans la fin du 18e n'a pas été maintenu, prolongé, et pour qu'on ait un gain et l'évolution des paradigmes de l'hypnose jusqu'à aujourd'hui, c'est l'invention du chloroforme en 1846. C'était tellement plus facile d'aller prendre un petit bout de chiffon, de mettre un petit produit, tu dors, plutôt que de passer 1h30, 2 heures à mettre la personne en transe, maintenir l'opération. Vous comprenez? Et c'est quelque part cette invention du chloroforme et ensuite l'évolution avec la chimie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui fait que l'hypnose, en termes chirurgicaux, a perdu ses lettres de noblesse. Ok? Ce qui est très important à comprendre dans le fonctionnement de la douleur, c'est comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que pour une personne, dans toute cette subjectivité que peut apporter la douleur, qu'est-ce qui fait que pour une personne, ce qui peut faire mal pour quelqu'un est absolument complètement insignifiant pour quelqu'un d'autre? Combien de fois ça nous est arrivé de réaliser un travail manuel, de faire quelque chose, et de se rendre compte d'avoir mal à partir du moment où on prend conscience que l'on s'est blessé. Je suis en train de faire mon jardin, avec le sécateur je me coupe, mais je ne le sais pas encore. Je vais sous la douche, et là je commence à percevoir du sang sous la douche. Putain merde, où c'est que je me suis blessé? Et là je remarque que je me suis coupé, et là à partir de ce moment-là, bizarrement l'eau chaude commence à piquer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si l'eau chaude pique, c'est qu'elle envoie une information sensorielle qui fait que ça capte une sensation douloureuse. Mais pourquoi je ne la ressentais pas avant? Pourtant, l'information sensorielle, c'est censé être la même. Je ne la captais pas avant parce que j'en ai tout simplement pas conscience. Et c'est à partir du moment où j'ai eu mon focus sur cette conscience-là, sur cette douleur-là, que la douleur est montée. Pour bien comprendre ce mécanisme qui sera à l'origine de toute action chirurgicale, anesthésiante, analgésiante, il faut comprendre comment ça fonctionne. Si je prends mon doigt et je touche le genou de madame ici, comment sait-elle qu'elle est touchée à ce moment-là? Elle le sait parce que sur l'ensemble du corps, il y a tout un ensemble de cellules, qu'elles soient sensitives, thermiques, nociceptives, tout un tas de choses. Ces cellules, elles captent de l'information. Si madame sait qu'elle a une pression sur son genou, c'est parce que la cellule capte l'information sensorielle, un petit neurone par le long de cette cellule, passe par la moelle épinière, ce qu'on appelle la voie afférente, la voie de la sensorialité, et la voie efférente, c'est la voie motrice. Et de cette voie-là, de cette information nerveuse, qui est du message électrique, il y a le sentiment, ah ben tiens, là je ressens une pression, parce que l'information est traitée par le cerveau. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Si je vous disais qu'à chaque instant, dans la vie de tous les jours, vous vivez et vous êtes en permanence sous anesthésie générale, est-ce que vous me croirez? C'est plausible. Messieurs, mesdames, est-ce que vous ressentez votre montre sur votre poignet? Non, sauf à partir du moment où vous venez d'en prendre conscience, comme je viens de vous le dire. Est-ce que, messieurs, mesdames, vous ressentez les habits que vous portez? Non, sauf maintenant quand vous focalisez votre conscience dessus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous allez ressentir les habits, quand ils vont vous déranger, si la matière vous dérange, s'il est trop petit, s'il est trop grand, là, bizarrement, vous le ressentez. Mais sinon, vous n'y pensez pas. Or, pourtant, maintenant que vous comprenez comment fonctionne le corps humain avec cette notion de cellules, mais vos habits, ils touchent en permanence vos cellules. Ils envoient en permanence l'information sensorielle qui vous fait dire que vous avez un ressenti de vos fringues. Mais c'est juste que vous ne la captez pas. Parce que vous ne la traitez pas. Et encore heureusement que vous ne la traitez pas, cette information sensorielle. Sinon, vous imaginez dans la vie de tous les jours, vous putain là je suis en train de trop ressentir ça, il faut que je fasse ci, il faut... Ah mais non, ça demanderait trop de ressources. Beaucoup trop de ressources. Donc du coup, vous êtes en permanence en anesthésie générale.
Donc, ce que je veux vous dire par là, il n'y a rien de compliqué à réaliser une anesthésie générale en hypnose, puisque le cerveau sait déjà le faire et le fait à chaque seconde, à chaque minute de votre vie. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Qu'est-ce qui fait que l'hypnose a un énorme intérêt aujourd'hui dans les hôpitaux? Qui, quand il a connaissance et conscience qu'il va devoir se faire opérer, même que ce soit un petit truc à la con, les dents, je ne sais pas quoi, une semaine avant, commence pas à avoir de l'anxiété, commence pas à se former une représentation, de se dire « Oh putain, la fraise, je le sens pas, le bruit, le machin, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais me réveiller, comment ça va faire pour m'endormir, est-ce que je vais me réveiller en plein milieu de l'opération ?» Tout ça, c'est générateur d'anxiété. Et parce que c'est générateur d'anxiété, ça fait que la personne accorde un focus sur ce qui est en train de se passer. Et parce qu'elle est dans ce focus-là, c'est comme si elle était dans le focus de « je me suis fait couper avec un sécateur », qu'elle perçoit ça et que ça entraîne le cercle vicieux. Ça vous parle, ça? Monsieur, madame? Super. On va distinguer ce qu'on appelle la transe spontanée de la transe provoquée. À chaque instant, dans la vie de tous les jours, vous êtes sous transe. Vous allez la vivre, la transe. Une fois toutes les 2-3 heures, vous allez vivre ce qu'on appelle une transe spontanée. C'est-à-dire que votre état de conscience, celle qui vous permet de penser, celle que vous accordez de l'importance, parce que quelque part, on a conscience que de sa conscience, celle qui vous fait prendre des choix, elle est prédominante. Et à certains moments, elle est mise entre parenthèses, cette pensée-conscience. Quand vous conduisez, quand vous réalisez une action automatique, quand vous faites votre sport, quand vous faites plein d'autres choses, cette conscience critique, quelque part, elle est un petit peu obsolète et laisse place à l'inconscience imaginaire. Ça vous parle, ça? Maintenant, si vous avez compris cet état de transe spontanée que l'on est capable de vivre, tous, dans la vie de tous les jours, ça va? Mais ça, c'est ce qu'on appelle... Et ça, c'est extraordinaire, c'est de la transe spontanée. Et là, maintenant qu'elle a le focus sur son fou rire, c'est extrêmement dur d'en sortir. C'est comme si j'avais le focus sur ma douleur. Maintenant, vous avez bien compris cette transe spontanée. Voilà, il faut que je pense à autre chose pour me défocus de ça. Mais c'est ça, de l'anesthésie. C'est exactement pareil. Maintenant, vous avez bien compris cet état de transe spontanée. On va en distinguer deux formes. La transe spontanée positive, la transe spontanée négative. La transe spontanée négative, c'est typiquement lorsque vous êtes dans une émotion. Il vous arrive quelque chose, vous êtes colérique, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette émotion. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir de cette souffrance-là, de cette émotion, cette douleur physique? Parce que votre focus, il est complètement là-dessus. Et vient le phénomène de transe qui s'installe, où vous êtes absorbé par quelque chose, mais dans quelque chose de négatif, qui crée ce cercle vicieux-là. Comme une semaine avant l'opération, de se demander et de ne pas réussir à s'en sortir. Ça vous parle, ça? On connaît tout ça. Encore heureux qu'on connaît aussi l'autre versant de la transe spontanée, c'est ce qu'on appelle la transe spontanée positive. Vous êtes à une soirée, c'est extraordinaire le moment que vous êtes en train de vivre. Ce moment est absolument extraordinaire. Vous regardez votre montre, il est 2h du matin, vous avez l'impression qu'il n'est que 10h du soir. Bizarrement, alors que votre conscience critique est en permanence capable de savoir l'heure qu'il est, sans avoir besoin de regarder une montre, à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de le faire. Parce que la conscience critique a été mise entre parenthèses par le fait que vous étiez complètement absorbé par ce que vous êtes en train de faire. Et de telle sorte, votre inconscient prend le dessus, ne calcule même plus le temps, et vous avez une magnifique distorsion temporelle qui vient de s'installer. Parce que vous avez vécu un extrêmement bon moment. Parce que votre focus attentionnel était sur le côté agréable de cette soirée. Ça vous parle, ça? La transe spontanée négative et positive. Maintenant, supposons que on va réaliser une opération sous anesthésie locale. Quel mécanisme va se mettre en place, selon vous, par la personne lorsqu'elle sera en train de se faire opérer avec anesthésie locale? Une transe spontanée négative. Parce que son focus sera sur ce qu'elle est en train de vivre, sur la salle opératoire, sur les blouses, sur l'opération qu'elle est en train de vivre. Et quelque part, va faire en sorte que le temps va être beaucoup plus long pour elle. Même si elle ne ressent pas, elle a quand même les piqûres qui envoient une sensation, ce n'est pas forcément agréable de se faire anesthésier non plus. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on va rechercher à faire dans les hôpitaux, c'est bien évidemment d'éviter que cette personne, que nos patients se retrouvent dans une transe spontanée négative qui vont faire qu'elles vont mal vivre l'opération. C'est déjà de la douleur de mal le vivre, même si elle ne le perçoit pas, parce que l'anesthésie est quand même, il ne faut pas oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, c'est une souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? À cause de ce phénomène, à cause de ce cercle vicieux-là qui va s'installer. Maintenant, imaginez que vous viviez exactement la même opération, mais que durant les 2 heures d'opération, votre conscience critique est mise entre parenthèses et on va faire une transe provoquée. On va créer un état de transe chez notre patient, un état de transe positif, où pendant 1h30, il n'aura jamais aucun focus qu'il est à l'hôpital en train de se faire déchiqueter ou bisectouriser par le chirurgien. Parce qu'à ce moment-là, il est complètement bien. Parce qu'à ce moment-là, oui, ça marche. Parce qu'à ce moment-là, il est complètement bien. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un monde imaginaire où quelque part,
son focus attentionnel n'est pas du tout sur ce qu'il est en train de faire, mais au contraire sur le rêve qu'il est en train de vivre. Et qu'est-ce qui va s'installer? Une transe provoquée, car c'est nous qui la provoquons, mais sur le versant positif. Aujourd'hui, pour passer le moindre scanner, ceux qui ont passé un scanner récemment, pour éviter la transe spontanée négative, qu'est-ce qu'ils vous prescrivent? Un anxiolytique. Un anxiolytique que vous êtes dans l'obligation de prendre la veille et le matin. J'ai dû aller en faire un, moi qui ne prends jamais rien, j'étais complètement shooté, ce truc. Ah non. Ah non, non. Moi, j'ai passé un IRM il y a 15 jours. T'as pas eu Rien. Antarax, C'est marqué dessus. Antarax, machin? Si éventuellement. Moi, j'ai eu un cœur sur les autres. En tout cas, comprenez ce qu'ils sont en train de faire. Quel est le but de cette prescription médicamenteuse? C'est d'éviter la transe spontanée négative qui va faire que la personne, à cause de son anxiété, va ne pas faire le scanner, etc. C'est ce qu'on va chercher à faire dans ce travail avec la douleur, dans ce travail anesthésique. C'est justement, en permanence, durant toute l'opération, en plus de réaliser l'anesthésie, c'est d'amener la personne dans cette transe provoquée positive, de telle sorte que le temps passera d'une manière complètement différente et quelque part, elle n'aura aucun focus sur l'opération. Ok? Ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Pas de questions? C'est bien clair? Quand on a réalisé les opérations, comment ça se passait? Donc on est sur un acte de liposuction. Le principe de liposuction, comme je vous avais dit, un coup de scalpel, l'idée c'est d'aller retirer la graisse, homogénéiser, réduction de graisse. Ouais, c'est pas forcément très cool. Je voyais les personnes une semaine avant l'opération. L'intérêt de cette séance, c'était quoi? Nous n'avons pas de la magie dans les mains. Ce n'est pas nous qui sommes acteurs de la réalisation de l'anesthésie. C'est un binôme. C'est nous et notre patient. Si notre patient n'a pas la motivation, l'acceptation de réaliser l'anesthésie sous hypnose, vous n'êtes pas des magiciens, ça ne prendra pas. Il faut une collaboration entre deux individus, vous-même et lui-même. La séance permettait de vérifier bien ça, la motivation de la personne à justement aller vers ce type d'opération, enfin du moins d'anesthésie hypnotique. La deuxième était sa capacité à pouvoir vivre ce type de suggestions extrêmement puissantes qui sont la réalisation de l'anesthésie générale. Attention, on n'est pas sur l'analgésie. Si on était sur l'analgésie, je vous assure que le coup de scalpel il va tout de suite amener la personne en transe spontanée négative et là, c'est fini et là, c'est raté pour elle. D'accord ? L'idée, c'était justement qu'elle puisse atteindre cet état de transe d'une manière plutôt rapide, qu'importe, et en tout cas de pouvoir vivre ce phénomène de transe. Et la troisième optique à cet entretien préopératoire était de bombarder de suggestions post-hypnotiques. Pour ceux qui ne savent pas, les suggestions post-hypnotiques sont juste des suggestions qui vont prendre effet après le phénomène de transe. Quel est l'intérêt de ça? Je vous expliquais, c'est que la personne, quand elle vient le jour J-7 avant l'opération, et qu'elle est le jour J à l'opération, à poil, sur une table, je vous assure que ce n'est plus du tout la même personne. L'anxiété, ce n'est plus du tout la même personne. Parce que ce qu'elle ressent à J-7, elle n'est toujours pas là. Le mur, il n'est pas là. L'opération n'est pas là. Donc là, ça va. Et là, ce qui est possible, c'est qu'il y avait la possibilité d'un certain biais. Ça veut dire qu'à J-7, elle avait toutes les compétences, entre guillemets, pour pouvoir réaliser cette anesthésie. Mais le problème, c'est qu'à jour J, étant donné que ce n'est plus la même personne, quelque part, c'est qu'à ce moment-là, il y a un biais qui rencontre et qu'elle n'y arrive plus à le faire. Et là, c'est fini. On est obligé d'annuler l'opération. Donc l'intérêt de ces suggestions post-hypnotiques était justement de pouvoir permettre à une personne, 1, de venir complètement réduire l'anxiété, le jour J. 2, de pouvoir permettre à cette personne de justement, dès l'instant où elle verrait l'hypnothérapeute, où on entendrait notre voix, qu'elle retrouve automatiquement l'état de transe, qu'on ne galère pas à la ramener dans le niveau de transe souhaité pour réaliser l'anesthésie. Okay ? Et 3, faciliter l'anesthésie, puisqu'on l'a déjà, on la réalise en préopératoire. Comme ça, les suggestions font que cette ressource qu'elle vient de découvrir en elle, elle se réapplique systématiquement pendant l'opération. Ça vous parle, ça? Et ça, quelque part, c'est une condition extrêmement importante. C'est une condition extrêmement importante, c'est ce qui fait que ce qu'on a réussi à faire en cabinet, on va pouvoir le reproduire en salle d'opération, sans aucune influence d'une variable extérieure qui pourrait empêcher la réalisation de ça. OK? Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on réalise une anesthésie, parce que vous n'êtes pas tous formés à l'hypnose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout sauf compliqué. Puisque comme vous l'avez compris, quelque part, c'est une capacité que vous vivez dans la vie de tous les jours. Avec vos vêtements, avec votre montre, avec vos colliers, etc. En tout cas, il y a quand même 2-3 techniques qui sont récurrentes. La première sera la dissociation. Il faut en permanence maintenir la personne dans une dissociation corps-esprit. Il faut qu'elle ne soit plus connectée à son corps, mais au contraire qu'elle se voie de l'extérieur. Le simple fait déjà de se voir,
ça ne fait que rajouter une variable qui fasse que ça augmente nos chances de réaliser une anesthésie. La dissociation est importante. Deuxième point, extrêmement important, c'est de pouvoir justement, durant notre phase d'induction, durant notre langage hypnotique, de jamais faire référence au kinesthésique. Ce qu'on appelle le kinesthésique, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la sensation tactile et émotionnelle. Si je commence à guider dans ma transe, c'est alors que tu peux commencer à ressentir à l'intérieur de toi tout ce qui peut se passer de différent, de commencer à vivre chacune de ces sensations pour commencer à remarquer comment ces sensations vont changer à l'intérieur de ton état interne. Mais là, c'est raté. Là, vous tirez une putain de balle dans le pied à coup de fusil. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de créer de l'hyperesthésie, amener la personne par son inconscience imaginaire à, au contraire, aller capter de l'information sensorielle pour s'en servir pour faire un lever de transe. Mais après, le problème, c'est que vous allez devoir réduire ça. C'est complètement débile. Vous comprenez? Il ne faut surtout pas faire ça. Vous avez tous les autres canaux qui sont à votre disposition, mais vous oubliez le cas, à ce moment-là, le kinesthésique, on s'en sert pas. Ça, c'est le deuxième gros point technique. Le troisième gros point technique, c'est la notion de langage. On dit tous qu'il ne faut pas parler négativement. Il ne faut pas que je fasse un tout droit. Ne regarde pas la boulangerie. Oui, je suis complètement d'accord, c'est une réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est dans un état de pleine conscience, le cerveau a eu cet apprentissage de transformer le négatif en positif. Ça veut dire qu'on dit qu'il ne faut pas le faire, je suis d'accord, mais quelque part, il le fait déjà lui-même en état de pleine conscience. On est tous capables d'aller chercher la forme affirmative lorsqu'on n'est pas en transe. D'accord? Le problème étant, c'est quand on est en transe, vu que ça, c'est une capacité de la conscience, étant elle mise entre parenthèses et entrant dans ce monde imaginaire, à ce moment-là, le calcul de transformation ne se réalise plus. Ce qui fait que chaque formulation négative, les signaux qui sont envoyés, puisque dans la conscience imaginaire, c'est que du VACOG, c'est que de la représentation, à ce moment-là, sont les signaux de la formulation négative. Donc si vous dites à la personne, et surtout vous allez vous remarquer qu'il n'est absolument pas nécessaire de se concentrer sur cette sensation, la seule chose qui vient de lui activer, c'est le mot sensation, et c'est d'aller capter cette sensation. Encore une fois, vous tirez une autre balle dans le pied. Vous comprenez? Et là, l'importance, encore quand vous êtes en hypnose ericksonienne, d'un point de vue thérapeutique, vous allez en faire des formulations négatives. Et ça ne va pas vous imputer, ça ne va pas vous saboter votre taf. Si vous êtes sur l'anesthésie, là malheureusement, toute formulation négative viendra directement ramener la personne à la chose et viendra vous imputer sur votre travail. Donc la clé, c'est justement, en anesthésie, la maîtrise aussi de ce langage positif. OK? Oui? Ah, pas du tout. Là, en l'occurrence, ton induction, autant elle peut être assez permissive. À un moment, quand on arrive sur l'anesthésie, il ne faut pas que la personne ait le choix de prendre un échappatoire. Si elle a le choix de prendre cet échappatoire et qu'elle le fasse, alors ça traduirait un peu de masochisme chez elle, quand même, mais pourquoi pas? Là, ton anesthésie sera ratée. Ton anesthésie sera ratée. Au contraire, on va être sur la suggestion assez directe. D'accord? Il y a plein de techniques. On peut se servir des sous-modalités. La glace a un effet anesthésiant. Très très bien. Le cerveau est capable de reproduire l'effet de la glace. On accentue l'effet de la glace, on réalise une anesthésie. Ça peut faire partie. Le fait de la glace veut dire geler l'ensemble des terminaisons nerveuses. Si l'ensemble des terminaisons nerveuses sont gelées, l'information sensorielle n'arrive plus. D'accord? Il y a plein de techniques. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but parce que pas tout le monde est formé à l'hypnose. OK? Ça vous parle ça? Monsieur? Ouais. Ça, c'est le côté vraiment anesthésie. Ensuite, il y a un truc qui est assez extraordinaire, qu'on a remarqué. La première patiente à qui on a réalisé l'anesthésie, donc moi j'arrivais dans ce milieu médical, je ne connaissais pas ce qu'était une liposuction, enfin, de nom quoi, j'avais jamais vu ça. Donc, une semaine après l'opération, il y a ce qu'on appelle une séance de contrôle. La patiente revient voir le médecin, il regarde, il enlève les agrafes, etc., il check, tout va bien, tout s'est bien modelé, etc. Donc j'assiste à cette séance de contrôle pour avoir le vrai suivi. La personne enlève son panty de contention, tout ça, et là, j'observe sur son corps des énormes traumatismes corporels. Des bleus, mais qui ne sont pas des bleus, qui sont de l'hématome. Quelque chose qui est violet. Et ce n'est pas des petits bleus, hein, c'est tout le corps, toutes les zones. Il n'y a pas d'interruption, si vous voulez. C'est le corps entier qui devient violet dans les zones qui ont été aspirées. Et c'est violet, c'est jaune, c'est absolument dégueulasse. C'est pas beau à voir. Et la pauvre madame, parce qu'elle, elle est contente d'avoir son nouveau corps, mais vous imaginez que de se voir tous les jours comme ça quand elle est nue, ben quelque part, ça la ramène à quelque chose. C'est pas agréable, encore une fois, c'est une sorte de souffrance psychologique aussi, ça. Et puis au-delà de ça, ça fait mal. Je demande au médecin, une fois que la patiente est partie, combien de temps les bleus se résorbent. Il me dit, ça dépend des gens, on est sur 3 semaines, 1 mois et demi. C'est extrêmement long, c'est de l'hématome. Et là, c'est quand même assez long. Putain, je dis, et là, putain, je me fais la réflexion, j'ai un eureka qui vient, il me dit,
Ben ouais, mais quelque part, les bleus, le corps, il sait le transformer, quoi. Il sait faire en sorte qu'il se résorbe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi j'ai eu cette pensée, c'est que le temps n'existe que dans la conscience. Ce qui est court pour une personne peut être long pour une autre. Ce qui est égal à 1 seconde, poum, poum, c'est une définition que l'humain a donnée. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On aurait pu très bien dire que 1 seconde était poum, poum. C'est nous qui avons donné un critère à la notion de temporalité. Donc ce critère du temps, le temps n'existe qu'à travers notre conscience. Pour notre inconscient, qu'est-ce que le temps? Puisque quand on est en transe, le temps n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de calcul du temps. Ça veut dire que la petite machine, l'ensemble des petits ouvriers qui vont venir bosser à l'intérieur du corps pour faire en sorte que les bleus se résorbent, et ils le font dans un temps donné, mais cette valeur du temps, c'est nous qui lui attribuons, c'est long ou c'est court. Quand je vous ai dit 3 semaines, 1 mois et demi, mais lui, pour le corps, il ne pense pas ça, il s'en fout, lui, il ne sait pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça vous parle, ça? Parce que c'est là toute l'origine de la pensée de ce protocole. De ce postulat-là, il est évident qu'on pouvait créer un protocole pour faire en sorte que les bleus se résorbent d'une manière beaucoup plus rapide pour la conscience. Donc j'ai créé ce protocole de résorbation des bleus flash. Je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Prochaine patiente, je lui dis pendant la salle d'opération, après l'opération, maintenant ce qu'on fait au sein de cette clinique, et c'est très puissant, on le fait systématiquement, c'est une séance 2 jours après votre opération pour faire en sorte que vos bleus se résorbent extrêmement rapidement. Vous doutez bien que je n'ai pas dit à cette personne que je venais de l'inventer. Si j'avais dit ça, elle n'y croirait pas, elle aurait saboté le travail. Si ça ne marchait pas, autant se servir de l'effet de la croyance et de l'effet placebo. Que ce soit du placebo ou que ce soit de la suggestion, on s'en carre tant que ça fonctionne pour la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc autant mettre toutes nos chances de côté. Donc je dis, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, qui amène à beaucoup de résultats. La personne, bien évidemment, ah ben oui, j'arrive dans 2 jours. Elle se pointe dans 2 jours au cabinet, elle s'appelait Sylvie, elle se pointe, elle enlève son panty, j'observe bien la zone des bleus, j'ai bien mis en place le protocole. Et donc elle était, elle, liposucée, ventre, les trucs qu'on appelle derrière, là, qu'on accroche les poignées d'amour, et la culotte de cheval. Donc, on cible bien, induction, approfondissement. Demandez à l'inconscient d'aller complètement cibler chacune de ces zones qui sont hématomées. Je sais pas si ça se dit, vous avez compris. Une fois que c'est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un rappel de toutes les différentes modalités qui amènent à la résorbation des bleus. C'est-à-dire, on a tous connu des bleus, on sait tous sur tous notre VACOG la couleur que ça a durant l'évolution des différents stades, la sensation kinesthésique que ça procure si on touche, on connaît tous tout ça. Donc il suffit de faire un gros rappel de chacune de ces étapes sur l'ensemble des modalités du VACOG. Bon, l'auditif, il n'y en a pas beaucoup pour le bleu, hein, il ne va pas vous parler, mais ce que je voulais sur les autres. Une fois qu'on a fait ça, quelque part, on a l'inconscient qui a ciblé toute la zone. On a l'inconscient qui capte tous les mécanismes d'évolution des différents stades de résorbation. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Une énorme distorsion temporelle. Selon vous, pour faire en sorte que les bleus se résorbent plus rapidement, il faudrait faire en sorte, métaphoriquement, que chaque seconde du temps réel dans la conscience égale à 1 minute, ou bien que chaque minute du temps réel égale à 1 seconde. Chaque seconde, deuxième solution. Monsieur, chaque seconde égale 1 minute, les autres? Non, chaque minute égale 1 seconde. Tu vas réduire le Tout le monde est d'accord avec chaque minute égale 1 seconde? Tu vas réduire le temps de cicatrisation. Ça, c'est un d'accord qui n'est pas très congruent, ça. Monsieur a raison. Tu as raison. Monsieur a raison, bien sûr. Eh bien, je vais vous l'expliquer pourquoi. Mais je comprends qu'on peut tous faire la connerie, c'est normal. Imagine pour un petit ouvrier. Toi, tu dois planter des clous. Imagine que chaque seconde réelle, en fait, tu avais tout le temps de bosser comme si tu avais 1 minute. Moi, je voyais pas le truc comme ça. Moi, C'est je normal. voyais que en fait, je voulais réduire, si tu Le veux, temps. le temps de guérison. Et là, Tu vois ben oui, c'est ce qu'on fait. Mais tu réduis le temps de cicatrisation, de résorbation, donc tu raccourcis le temps d'un processus en rallongeant le temps. Ah oui, Si chaque seconde, ouais. les choses qui se passent à l'intérieur de ton corps pour aller bosser sur ça ont le temps de bosser comme si c'était 1 minute, Ah ben oui. tu accélères le processus. Donc, on envoie cette énorme distorsion temporelle pour l'ensemble des mécanismes, des petits programmes qui vont créer cette résorbation du temps. C'est métaphorique, c'est pour qu'on comprenne. Ah oui, c'est comme les... C'est la même chose en fait. Ouais, mais ça c'est juste métaphorique. Après, on ne sait pas réellement pour le process combien il va gagner de temps. Tu travailles d'1 seconde, tu réalises le travail d'1 minute. Exactement. Donc, du coup, tu accélères. Regarde le processus. Par contre, tu peux sentir comme le plus bref intervalle de temps. C'est ça ou... Enfin, Ben, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. d'accord.
Ouais, non, je pense que j'ai pas entendu avec la douleur. Oui, ça, il faut pas se planter là-dessus. Parce que l'autre fois, j'ai un pote à moi, il me dit, ah putain, j'ai travaillé avec un sportif, j'ai fait ça. Et je lui dis, attends, comment t'as fait ta distorsion? Il me dit, bah j'ai raccourci le temps. Je lui dis, attends, t'es en train de raccourcir le temps pour accélérer le processus de guérison? Je lui dis, non, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Là, tu viens de te saboter. Il me dit, oh putain, tu crois que ça a marché? Je lui dis, je sais pas, tu verras. C'est pas moi qui vais te le dire. C'est pas moi qui vais te le dire. L'hématome est obligatoire, c'est la réaction corporelle du corps. Là, franchement, il faudrait essayer. Moi, je suis adepte de la phrase. Ils l'ont fait, ils ne savaient pas que c'était impossible. Pourquoi pas? Mais en l'occurrence, je pense. Mais essaye. Pourquoi pas? Là, l'idée, c'était pas justement de switcher cette étape-là, qui est peut-être une étape importante. C'était au contraire d'accélérer ce processus-là. Donc, on envoie le protocole sur cette nana. Et donc, 2 jours après, elle a rendez-vous pour la fameuse séance de contrôle. Monsieur, vous avez une question? Non, ok. Et donc, 2 jours après, elle a rendez-vous pour la séance de contrôle. Donc, on est à J5, J6 à post-opératoire, 2 jours après la première mise en place de ce protocole innovant. J'assiste pas, le médecin m'appelle, il me dit « Putain, Sean, qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui dis « Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai testé le protocole. Il me dit « La fille n'a plus aucun bleu. » Ce mec est le pionnier de la médecine esthétique en France. Il en est à plus de 4000 liposuctions. Il a 30 ans de métier. Il m'appelle, il me dit « J'ai jamais vu ça. Elle n'a pas un seul bleu. » Du coup, il est évident, je ne m'attendais pas du tout à un résultat comme ça, moi. Je ne pensais pas qu'en moins de 48 heures, au final, ça a pris moins de 48 heures, parce que la séance a été faite à 15 heures le lundi, et que le rendez-vous était fait le mercredi matin à 10 heures. Donc je ne sais pas réellement à quel moment il n'y avait plus de bleu. Autant c'était la nuit de la veille, donc autant ça a pris 22 heures, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, en moins de 48 heures, lors du test de ce premier protocole, les bleus se sont complètement résolvés. Absolument plus aucun bleu. Rien du tout. Fini. Vous doutez bien qu'on l'a mis en place maintenant systématiquement dans le forfait anesthésie sous hypnose, ce qui a permis, pour la recherche, de créer un panel d'à peu près 32 ou 32 opérations qui ont été faites avec ce protocole. Le temps, à chaque fois que ce protocole était réalisé de réservation des bleus, est allé au plus court, bizarrement, c'était elle. C'est ça, des fois, la magie des choses, elle est très bien faite. De 48 heures à 8 jours. Au lieu de 3 semaines à 1 mois et demi. Donc si c'est valable pour des bleus, je vous laisse imaginer sur quoi c'est valable, chose qu'on a mis en place dans le centre avec les sportifs pour les accélérations de guérison et compagnie. Ouais. Compliqué. Compliqué, c'est toujours... Tu peux favoriser, mais ce sera toujours plus efficace à partir du moment où ça vient d'une source extérieure, parce que tu as l'impact des croyances vis-à-vis de cette ressource, de cette personne, et surtout parce que c'est difficile d'être l'acteur et le spectateur en même temps de quelque chose. Si tu es dans un état de passivité quand c'est d'hétéro, c'est quand même plus simple qu'en état d'activité permanente quand c'est de l'auto. Ok, ça va pour ça? Pour la... Oui. Petite question liée au sport. Ouais. Est-ce que tu as eu des infos avec des sportifs de haut niveau sur quand David Luiz était parti Aucune. Aucune Il me info. semble que c'était sur... Non. C'était un médecin. D'accord, non, j'ai aucune Non, info pas là-dessus. Pas d'info sur David Luiz. Voilà pour la partie anesthésie. Ça vous parle tout ça? Maintenant, autre application à l'hypnose, c'est tout ce qui vient faire référence au travail sur la douleur. Oui. Ouais. Bien sûr. Eh bien justement, en travaillant sur les croyances-là, en travaillant directement sur cette peur-là durant la séance préopératoire. Il faut que la personne ait l'envie et la conviction. Si ça foire, c'est pas grave. On rebascule en mode anesthésie locale, tel qu'il s'était fait dans la clinique privée. La poche anesthésiante est prête à être employée. Ouais, la poche est toujours là prête, on n'a jamais eu le besoin d'eux. Et je me souviens même une fois, pour la petite anecdote, j'ai une patiente, enfin de cette personne, du chirurgien, qui n'avait pas choisi la méthode hypnotique. Et vu que j'avais mon cabinet au sein de la clinique, j'étais en consultation thérapeutique et j'entends crier, quoi. Putain, je suis en pleine séance et là j'entends toc, 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 toc. J'étais en pleine séance d'hypnose, quoi. J'ouvre la porte, je vois le chirurgien, il me dit Sean, écoute, malgré l'anesthésie, il y a une sensation qui n'est pas agréable. Est-ce que tu penses que tu peux intervenir un truc rapide? Je dis bon, allez, ok. Je dis à ma personne là qui était en transe, je lui dis écoutez, je pense qu'à un autre niveau, vous venez d'attendre ce qui vient de se passer. Donc je vous laisse profiter agréablement de ce moment. Je sors, je cours, je me lave les mains, j'enfile la blouse, j'arrive. L'autre, elle était en train de se faire liposucer la culotte de cheval. La speed hypnose. Speed hypnose. Je la regarde, je prends la main, je fais tu dors. C'est comme ça. Énorme suggestion. Et là maintenant, à chaque instant, tu verras qu'à chaque fois que tu rencontreras cette aiguille, aucune sensation ne va apparaître.
une insensibilité complètement. Alors là, c'était du show, du spectacle, parce qu'il n'y avait pas le choix. Je vois le premier coup qui se rentre, aucune réaction. J'enlève vite la blouse, je dis à la personne, et je reviendrai dans une demi-heure. Je repars. Je repars. Je finis la séance, je me fais payer tout ça, puis je refile la blouse. Il arrive à la fin, boum, je la réveille, super. Et là, elle me dit, il se passait quoi? Je lui dis, l'opération est terminée. Et elle est venue faire la séance pour les poux. Ouais, ça a été marrant. Merci. Non, mais ça, c'est marrant. Bon, ça arrivait une fois. C'est vraiment arrivé une fois. Donc voilà, hein, en termes d'anesthésie, en termes d'analgésie, voilà où on en est. Après, bon, il y a aussi, je pense que ça peut être arrivé à certains praticiens, il y a des personnes qui, après une séance d'hypnose, généralement des personnes, enfin moi quand ça m'est arrivé, c'est des personnes un peu âgées, qui se lèvent du fauteuil et disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Je dis « Bah, vous n'avez pas besoin de le savoir. » Non, il me dit « Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas du tout venus pour ça. C'est que j'avais une douleur récurrente dans le dos, et là, je ne comprends pas, je ne la ressens plus. » L'explication à ça, alors que moi, je n'en avais pas conscience qu'il avait une douleur, ce n'est pas du tout la demande de la personne, par le simple fait d'être en transe, d'être dans cet état modifié de conscience, il y a un relâchement musculaire, il y a un réajustement de l'ensemble des choses. Donc voilà aussi, il va se passer plein de choses comme ça. Donc maintenant, si vous avez une personne qui vient pour un type de douleur corporelle, musculaire, et que vous en avez conscience, ben vous orientez toute votre séance vers ça, pour ramener ça, pour ramener cette rectification. L'inconscient sait très bien comment le corps doit être ajusté. L'inconscient sait très bien tout ça. Il le fera de lui-même. Pour tout ce qui est, par contre, douleur chronique, qui reviendrait sans cesse. Vous aurez beau les traiter en hypnose, vous aurez beau les traiter d'une manière, quelque part, alors qu'il y a une nouvelle stratégie qui est proposée à l'inconscient, qui est plus agréable pour la personne, ça revient, vous doutez bien qu'à ce moment-là, ça ne servait à rien d'aller travailler sur la douleur directement. Qu'est-ce qui se passe, sachant qu'étant donné qu'à chaque seconde de notre vie, chaque action que l'on fait, si madame vient décroiser son bras pour le remettre au niveau de ses mains, c'est qu'il y avait un objectif à atteindre derrière ça. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Si elle vient de faire cette action comportementale, c'est pour atteindre quelque chose. Peut-être une sensation gênante d'être dans une partie, ou peut-être on n'avait même pas conscience, en tout cas d'aller retrouver quelque chose. Chaque action que l'on réalise a un objectif. L'être humain est incapable, n'a pas été conçu pour réaliser une action qui n'amène à aucun objectif. C'est impossible. Vous comprenez bien? Même quand je parle, si ma main bouge, ce n'est pas moi consciemment qui fais en sorte que ma main bouge. Pourtant, ça se fait. Si ça se fait, c'est que ça a un objectif. Vous comprenez? Chaque action qu'on fait amène à un objectif. Pourquoi le cerveau, pourquoi la machine humaine irait créer quelque chose juste pour faire chier la personne? Pourquoi il irait faire ça? Ça voudrait dire que notre inconscient, c'est un ennemi s'il fait ça. C'est pas possible. Malheureusement, l'objectif, le but de ça, il n'est peut-être pas conscient. Parce que consciemment, la personne qui viendra atteindre de fibromyalgie vous dira « mais c'est insupportable la fibromyalgie ». Mais j'en ai marre de vivre tous les jours avec la fibromyalgie, pour ceux qui ne savent pas, des douleurs articulaires dans les os, dans les muscles, enfin bon, c'est un peu chiant, c'est très handicapant. Ils n'y verront aucun avantage. Qu'est-ce que vous perdrez si vous n'étiez pas fibromyalgique? La personne vous dit « mais attendez, elle est con votre question, quoi ». Et quelque part, dans sa conscience, elle aurait un peu raison de vous répondre ça. Parce que consciemment, elle n'y voit aucun avantage. Ou elle ne veut pas le voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce type de douleur, je pourrais comprendre la stratégie thérapeutique de se dire « Ok, la fibromyalgie, on va directement dans le symptôme, comment ça marche? Ok, une douleur là, super, on crée de l'analgésie, on fait de la SPH et tout ça. » Et quelque part, ouais, mais enfin, vous faites ça, vous allez foutre un pansement temporaire sur quelque chose, puisqu'au bout de 3 jours, sa fibro, elle va revenir. Parce qu'à ce moment-là, il y a un bénéfice secondaire, il y a une intention positive, il y a un but à cette douleur chronique. Quel est le but? Quel est le bénéfice qui fait que dans cette balance entre les aspects négatifs que nous apporte quelque chose et les aspects positifs que nous apporte quelque chose, qu'est-ce qui fait que ça tend dans le sens? Qu'est-ce qui fait que c'est plus acceptable pour la personne de subir négativement ce qu'entraîne la fibromyalgie? C'est que forcément dans la balance, le gain est plus important. Sinon, il y aurait déjà un abandon du symptôme. Vous comprenez ce que je veux vous dire par là? Si je reprends un exemple d'un patient fibromyalgique qui est venu, il a 31 ans. 31 ans, comment on appelle ça? Un cuisinier dans un hôpital. Bon vivant. Enfin, aujourd'hui, c'est un squelette. Bon vivant. Atteint de fibromyalgie depuis 7 années. Et fibromyalgie assez sévère. Il est allé voir tous les spécialistes. Il y en a un qui lui a dit, c'est dû à des intolérances alimentaires.
Le mec, très bien, en tant que un médecin qui dit ça, tu m'étonnes, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Il est monté voir un spécialiste, il a fait tout un ensemble de batteries de tests. Vous avez une intolérance à ça, à ça, à ça, à ça. Le mec qui est cuisinier, qui est dans la bouffe et bon vivant, il bouffe plus de fromage, enfin, il bouffait plus de fromage, il buvait plus de vin, il bouffait plus de pâtes, enfin, plus rien, plus de plaisir. C'est un régime strict, le mec, il avait plus de plaisir alors qu'il adore la bouffe. Il devait cuisiner tous ses aliments, ça devait lui dégager une frustration énorme. Et je lui dis, magnifique tous ces changements chez vous. Vos fibromyalgies, elle en est où? Non, je suis toujours. Ok, super, donc c'est inutile. Deuxièmement, tu vois, c'est inutile, mais elle a quand même maintenu la chose. Ça, c'est extraordinaire aussi. Deuxièmement, il a pensé, par un autre spécialiste, parce que quand même, il a l'envie consciente de s'en sortir, et je comprends, en vue de la souffrance que ça génère quotidiennement, que c'était dû à une intoxication aux métaux lourds. Il est parti en Allemagne, il a claqué 5 000 € pour aller voir un spécialiste allemand, se faire changer tous les plombages de ses dents dans un métal acceptable. De telle sorte qu'il n'a plus cette intoxication à ces métaux lourds tels que ces plombages étaient faits. Je lui ai dit, super, ça c'est génial, c'est de l'argent, c'est bien. Votre fibromyalgie, vous n'en serez pas là si ça avait changé. Il dit non, malheureusement, maintenant c'était fait, il ne va pas remettre ses anciennes dents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce mec-là, quelque part, consciemment, vous comprenez que ça l'emmerde, cette fibromyalgie. D'être allé claquer 5 mois de salaire pour faire tout ça, de mettre en place tous ces changements, de se couper d'un plaisir, de la nourriture, etc. Donc c'est que consciemment ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'inconscient, il maintient la stratégie? Où est ce gain-là? Ce mec a eu un enfant à l'arrivée de la fibromyalgie, donc il y a à peu près cette année, enchaîné 50 heures de boulot dans sa boîte, à l'hôpital, sur les cuistots, ils ne comptent pas leurs heures, rentrait, et là maintenant l'enfant ne devait pas faire ses nuits, et il devait se lever toutes les nuits, quelque part, pour essayer d'aider sa femme. Vous doutez bien que si, à ce moment-là, il n'avait pas l'énergie pour le faire, mais s'il disait à sa femme « je suis fatigué », qu'est-ce que lui aurait dit sa femme? Qui a dit ça? Oui, bien sûr. Attends, oh. C'est pas une raison qui est acceptable dans un système de couple. C'est juste par la flemme, c'est juste par la fatigue. Maintenant, comprenez ça. S'il y a un avis médical de quelque chose qui l'empêche de se lever, là, ça devient quelque chose qui est acceptable. Quel était le meilleur moyen pour son système humain? De faire en sorte de l'économiser, de faire en sorte de ne pas faire un burn-out, de faire en sorte de maintenir son système familial sereinement, de pouvoir assurer monétairement la vie familiale. Eh bien, la fibromyalgie était la plus belle des excuses pour, un, ne pas détruire l'ego, et deux, maintenir le système. Ça vous parle, ça? Sauf que, ça, je suis d'accord que c'est une stratégie qui a pu, dans ce modèle du monde de cette personne, être extrêmement efficace pendant peut-être l'année et demie où l'enfant ne fait pas les nuits. Mais là, il la garde 7 ans. Ça veut dire que ce qui était valable à un instant T donné ne l'est plus cette année après. Pourquoi le corps le maintient? Parce que l'inconscient a été programmé pour faciliter l'évolution de l'humain, de telle sorte, comme la sélection naturelle de Darwin, une caractéristique qui fonctionne tend à être maintenue à un niveau plus psychologique humain, une stratégie qui a une utilité tend à être maintenue. Pourquoi renégocier quelque chose qui est efficace? Si je suis petit, qu'un chien vient m'aboie dessus et que ça me déclenche une peur et que grâce à la peur, je me barre et j'évite de me faire mordre par le chien, je vous assure que 20 ans après, si je ne vais pas voir un thérapeute, j'aurai toujours la peur des chiens. Parce qu'à ce moment-là, l'inconscient est venu mettre en place une stratégie compte tenu des informations dont je disposais, qui faisait que cette stratégie étant efficace, alors je la maintiens. Donc je ne la renégocie pas. Voilà pourquoi cet exemple-là de cette fibromyalgie peut expliquer pourquoi maintenant que le but premier à ça n'y est plus, on est encore, 7 ans après, en la traînant. On a fait remonter ça, un petit peu boum boum, un peu de provoque, ça a bien piqué, ça fait mal, ça c'est super, parce que vous doutez bien que la conscience ne voulait pas accepter ça, parce que quelque part c'était un rapport avec la faiblesse. Ceux qui ont fait énéagramme, en plus c'était une base 8 énéagramme, donc dès que j'ai ramené la faiblesse là-dedans, ça l'a piqué, et qu'est-ce qui se passait? Renégociation de la stratégie. Deuxième séance, on enchaîne avec ça. Deuxième séance, j'ai pris la position haute volontairement, puisque quelque part j'ai décodé sa stratégie. Comment savait-il qu'il était fibromyalgique, qu'il devait faire ça? Parce qu'un médecin lui avait dit. Médecin, figure haute. Donc à un moment, je me suis levé, j'ai pris aussi une position haute, je reprends la stratégie qui est efficace pour lui faire changer sa croyance. Ça, fait que la troisième séance, ce mec se pointe à mon cabinet. Et bizarrement, ce n'était plus le même. C'est lui qui prenait le contrôle de la conversation. Et moi, je me marrais sur mon fauteuil parce que j'ai vraiment vu. Il me dit, mais en fait, je crois que je ne suis pas fibromyalgique. Hein. Là, ça va bien mieux. Là, ok, super, le boulot est fini. Il en est sorti. Ça a pris 2 heures. D'accord? Et bien voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans les douleurs indiquent, par exemple, des types arthro. D'accord. Oui, complètement. Là, tu travailles directement la douleur. La cause est mécanique. Donc, tu amènes du soulagement. Ouais, tu te rapproches à l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique. Tu vas traiter 2 aspects. L'aspect psychologique, c'est comment vivre avec cette douleur-là.
Qu'est-ce que ça impute dans sa vie quotidienne d'avoir cette sensation permanente? Ensuite, un défocus dessus, et ensuite l'analgésie, des choses comme ça, pour justement faire en sorte que la perception de cette sensation douloureuse soit beaucoup moindre et plus acceptable pour la personne. Donc tu vas avoir les deux versants. Ouais. Ouais. Ça peut, mais encore une fois, quand c'est vraiment mécanique, il n'y a pas réellement au final un bénéfice secondaire, bah absolument, bah là tu fais pas grand chose. Mais si, ah ouais, ça. Vraiment dans la question du discours et du positionnement face aux bénéfices secondaires, à ce qu'on développe, aux stratégies, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu t'aiderais dans quel type de croyance? Moi, dans quel type de croyance je suis, à partir du moment. À partir du moment où c'est mécanique, à partir du moment où c'est biologique, je vais être allié avec la médecine, mais je ne vais pas la substituer. C'est dans le cas où c'est prouvé que c'est Ouais. psychosomatique. Ouais, quand c'est psychosomatique. La fibromyalgie, le mec peut faire tous les IRM, peut passer tous les scanners, tous les échos, aucun médecin ne lui expliquera l'origine de sa fibromyalgie en lui disant parce que là il y a une inflammation. Non, la fibromyalgie, les sensations n'existent pas aux yeux de la médecine. Dans l'objectivité réelle, il n'y a rien qui explique ça. Dans l'objectivité subjective de la personne, bon c'est pas l'objectivité, mais dans son modèle subjectif, dans sa réalité subjective à elle, là il y a une sensation qui est existante. Donc là on est sur quelque chose de purement psychosomatique. En même temps, le corps médical a tendance à dire c'est psychosomatique dès lors qu'il trouve pas. Eh ben c'est génial, c'est là où on les récupère et c'est là où on bosse et c'est là où on amène du résultat. Extraordinaire. Ouais, j'ai fait ça. Moi, j'aime pas. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que t'es impuissant. T'es souvent impuissant. T'es souvent impuissant face à ce genre de choses et t'es confronté à la mort et c'est pas évident. Mais il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses. Ah bah oui. Non, mais tu améliores leur train-train quotidien, ces gens-là. Ah, bien sûr, de confort, exactement, de confort. Après, ça dépend quelle phase tu en es. Quand il y a un moment, ça passe d'une phase. Plus grand-chose. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Toutes les douleurs chroniques, tu les traites suivant la croyance, suivant Chercher le côté psycho. Ouais. Oui, ça marche bien, bien sûr. Justement, ça me donnera l'envie d'aller voir quelqu'un et en fait s'en sortir. Sauf si ce que tu perdrais à ne plus l'avoir, tu n'as plus envie de t'en détacher. Ça, c'est autre chose. Ok? Ça va pour ça? Allez, une belle journée à vous. Continuez bien votre... Merci.